Il y a 1000 façons de découvrir un territoire, ses paysages, son patrimoine, son histoire. Le matin, je m'occupe de ce qui se passe chez moi, pas chez les autres. C'est la meilleure des solutions pour que tout se passe bien dans la vie. Robert Louis Stevenson, Jean Racine, Marcel Pagnol, André Gide, Henry James et bien d'autres. Tous ont séjourné dans le sud de la France, et notamment dans le Gard. Ils ont décrit ces lieux qui ont frappé leur imaginaire. Ils ont aussi goûté au charme des mets. Comédienne, mais surtout écrivain, Isabelle Lacan est l'auteure d'une quinzaine d'ouvrages. À Monoblé, dans l'ancienne filature accolée à la maison familiale, elle est ici chez elle. C'est un paysage très spécial, je pense, les Cévennes. C'est un paysage qui est à la fois ouvert et fermé, c'est-à-dire que les vallées sont étroites et encaissées, mais à la fois c'est un paysage sur les crêtes qui s'ouvre vers l'infini. Je pense que c'est tout le paradoxe. Ici, on est contre, mais c'est normal parce qu'on est contre de toute façon. Déjà, quand on est ici, on est obligé de lutter contre la nature. On est toujours obligé de lutter contre. Donc on continue. Tout peut se décliner en termes de contraste et d'opposition, finalement. C'est le théâtre de la guerre des religions, théâtre sanglant, excessivement intolérant, et à la fois il y a une tolérance, c'est un pays du refuge. À la suite de la révocation de l'édit de Nantes, de nombreux protestants sont arrêtés et contraints d'abjurer leur foi. En 1730, à l'âge de 19 ans, Marie Durand est enfermée dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes. Bien qu'elle soit la plus jeune parmi les 30 femmes qui partagent sa cellule, elle ne cesse d'affirmer la force de ses convictions et soutient les plus découragés. L'inscription « Résister », gravée sur la margelle du puits de la prison par l'une des captives, est devenue un symbole de lutte et d'espérance. Plus que d'être contre l'intolérance religieuse, c'est un personnage très actuel parce qu'elle est pour la tolérance. C'est très différent. L'histoire de Marie Durand, je pense, est devenue emblématique parce qu'elle était la fille d'un greffier du Vivarais, près de la ville de Privas. Et Marie Durand était donc lettrée.
Et elle a surtout laissé énormément de lettres, merveilleuses lettres, parce qu'elle avait une très très belle plume. On a l'impression qu'avec elle, tout est simple, mais tout est simple. La tolérance est simple, mais aussi le fait de vivre dans cet endroit enfumé, sans lumière. Il faut y être passé dans cette tour de Constance pour imaginer ce que pouvait être la vie, la promiscuité de cette vingtaine de femmes enfermées pendant 38 ans. C'est hallucinant, dans une obscurité quasi totale. Mais son passage dans cette prison, et elle le prend de façon tellement évidente, et je trouve que c'est vraiment une leçon de vie, c'est-à-dire que c'est un chant d'amour pour la vie absolument étonnant. Le safran est une plante particulièrement exigeante, qui apprécie les sols protégés du vent et surtout bien drainés, laissant rapidement filtrer l'eau de pluie. Il ne faut pas moins de 200 fleurs pour produire un gramme. Voilà, la récolte du jour est terminée. Voici les fleurs de safran. Donc pour faire le safran, il suffit de récolter tout à l'heure juste ce pistil comme ceci. Voilà. Voilà, ça, il suffira ensuite de le faire sécher. Une fois sec, ça portera le nom de safran. Voilà. Donc de ce pistil de safran, pour arriver à le consommer, on doit le faire infuser dans un peu d'eau pour avoir un jus, on pourrait dire, très gras et très orangé. Moi, je suis tombée amoureuse de cette fleur, donc forcément du safran qui va avec. Et dès que je peux, j'en mets dans tous mes petits plats, dans le riz au lait à l'orange. C'est pas, on ne le mettrait pas là, normalement, puisque c'est fait pour être... À la base, c'est avec le poisson que ça se développe le mieux. Mais ça fait rien. Ça donne toujours un petit goût qui change. Ça change tout. C'est vraiment, comme je dis souvent, c'est mettre du soleil dans les assiettes. N'importe quoi, on va dire, qui n'a pas un goût relevé, ça va l'ensoleiller. Voilà. L'un des plus célèbres visiteurs des Cévennes est l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Voilà 4 semaines qu'il se prépare à effectuer une randonnée de 12 jours entre Monastier-sur-Gazeille et Saint-Jean-du-Gard. On m'y considérait avec une piété dédaigneuse, comme un individu qui aurait décidé un voyage dans la Lune. Toutefois, non sans un intérêt déférent, comme envers quelqu'un en partance vers le pôle inclément. Les autochtones, en particulier les habitués des bistrots, suivent de près les préparatifs de l'écrivain. Je ne faisais plus un pas qui ne fût illustré par une tournée de shopping et célébré par un dîner ou un déjeuner. Stevenson s'équipe de bougies, d'une casserole, d'une corde, d'une arme, sans oublier une ration de secours de chocolat et de mortadelle en conserve. L'ânesse qui l'accompagne s'appelle Modestine, et durant les premiers jours, il est contraint de battre son animal pour la faire avancer. Le bruit des coups que je lui administrais m'écœurait. Une fois, tandis que je la regardais, elle me parut ressembler vaguement à une dame de ma connaissance qui m'avait autrefois accablé de ses bontés. Et cela ajouta au dégoût de ma cruauté. Le célèbre roman « L'épervier de Maheu », pour lequel Jean Carrière a reçu le prix Goncourt, prend place dans les Cévennes dures et sauvages. Maheu, c'est le genre de construction qu'on retrouve un peu partout à travers le pays. Nichées dans les coins les plus invraisemblables, toutes plus délabrées les unes que les autres, elles sont la proie des ronces, des racines et des herbes folles, qui ont déjà conquis une partie des communs, et qui attendent la première occasion pour prendre possession des lieux et en chasser définitivement l'occupant, si par extraordinaire, il y en a un.
Et c'est sans doute en raison de leur accès scabreux et d'un emplacement choisi, semble-t-il exprès pour ces innombrables désagréments, qu'on les appelle des folies. Le terme avouait jadis des largesses et des extravagances campagnardes. Il est ici plutôt mi-figue, mi-raisin, comme si, pour habiter des endroits pareils, il fallait être à moitié fou, au risque de le devenir complètement. Jean Carrière a placé au seuil de son roman cette dédicace. À mon ami Frédéric Jacques Temple, poète américain. Poète, romancier, essayiste, traducteur, Frédéric Jacques Temple a été l'ami de Blaise Cendrars, Henri Miller ou encore de l'auteur du célèbre Quatuor d'Alexandrie, Laurence Durel. Il est arrivé à Montpellier, moi je me souviens, c'était au mois de juillet 1956, et j'avais rendez-vous avec Richard Holdington, l'écrivain anglais qui vivait à Montpellier à cette époque, et qui m'a dit: est-ce que ça vous gênerait qu'un ami anglais vienne se joindre à nous pour le pique-nique? Alors je lui ai dit non, bien sûr. Alors je suis allé retrouver Holdington et il m'a présenté Laurence Durel. Un petit bonhomme trapu, rieur, bronzé, qui ressemblait davantage à un joueur de football qu'à un écrivain. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et il nous a dit: je cherche quelque chose dans le sud de la France, cette région qui ressemble un peu à la Grèce, j'aimerais bien m'installer ici pour travailler. Voilà. Alors, il y a une photo, la photo, nous sommes tous les quatre avec Holdington, Miller, Durel et moi sur le pont de Sommières. Et donc il a acheté cette grande maison que j'appelais à l'époque une maison de notaire balsacien. À l'instar de la plupart de ses compatriotes insulaires, l'auteur britannique a bien sûr séjourné à Nice et à Cannes, mais a vite rayé de sa liste ces petits villages anglais. C'est dans la villa Tartès, à Sommières, que Laurence Durel a finalement trouvé son bonheur. Sommières fut une destination fructueuse pour Durel. C'est là qu'il écrivit les ouvrages qui lui rapportèrent le plus d'argent. Je me souviens qu'il me disait maintenant on sait que je suis un géant littéraire à Sommières et on me coupe des escalopes beaucoup plus épaisses. Il aimait bien manger, il aimait bien boire, mais il buvait du mauvais vin en général. Alors quand j'apportais un vin convenable, il me disait: mais comment ça se fait que vous apportiez du bon vin comme ça? Je lui dis: mais Larry, vous avez encore les moyens de vous payer un vin qui soit acceptable. Il buvait du mauvais rosé, enfin, bon, peu importe. L'essentiel pour lui, c'était de travailler. Ils étaient deux à espérer le Nobel, Henri Miller et Laurence Durel. Quand ils s'écrivaient, Larry disait à Miller: c'est vous qui allez l'avoir. Et Miller lui répondait: non, c'est vous qui allez l'avoir. Ils n'ont eu ni l'un ni l'autre. Je crois qu'en ce qui concerne Miller, il était considéré encore en Suède comme trop sulfureux, trop... bon. Et peut-être que ça a porté tort également à Larry, parce qu'on savait qu'ils étaient amis, c'est possible. Voilà. Alors lui, évidemment, je lui ai envoyé tout ce que je publiais. Je crois qu'il les lisait parce que de temps en temps, il me marque. Ouais. Et je sais que dans certaines lettres, je crois à Miller ou à d'autres, il parlait de ce qu'il venait de lire de moi. Mais un jour, à l'auberge du Pont Romain, ici, nous avions dîné le soir et au milieu du repas, parce que j'avais traduit sa pièce, Le Fausse Irlandais, pièce de théâtre. Et à la fin du repas, il me dit: ah, votre traduction est très 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 mauvaise, ça ne peut pas marcher comme ça, c'est dégoûtant, etc. Bon. Alors je l'ai vu venir, parce qu'il avait déjà pas mal bu. J'ai eu dit: Larry, on s'arrête, trouver un autre traducteur. Bon, on s'est quitté comme ça. Et
2 jours après, j'ai reçu une lettre pleine d'éloges, disant jamais on a traduit des choses comme ça, c'est merveilleux, c'est aussi beau que les traductions de Giroud pour le Quatuor, etc. Voilà comment il était. Sommières, mot magique. J'ai passé les plus heureux jours de ma vie dans ce divin village. Depuis la table qu'il occupait souvent au bar du glacier, Laurence Durel pouvait contempler le plus vieux pont du village, le pont romain. Le pont du Gard. Jean-Jacques Rousseau écrit dans ses Confessions. L'aspect de ce simple et noble ouvrage me frappa d'autant plus qu'il est au milieu d'un désert, où le silence et la solitude rendent l'objet plus frappant et l'admiration plus vive, car ce prétendu pont n'était qu'un aqueduc. Plus de 1000 ouvriers ont participé à la construction du pont et plus de 50 000 tonnes de pierres ont été utilisées. C'est ainsi que la grande ville de Nîmes put être approvisionnée quotidiennement de 35 000 mètres cubes d'eau, soit plus d'1 mètre cube par habitant. Les mises en scène du pont du Gard les plus touchantes peuvent être attribuées au dramaturge et cinéaste Marcel Pagnol. Il se souvient de son grand-père, tailleur de pierre, qui retournait régulièrement au même endroit, au pied du pont. Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il emmenait toute la famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe, devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire. Et, jusqu'au soir, il le regardait. Double étoilé au guide Michelin, Jérôme Nutil s'occupe du restaurant du site du pont du Gard. C'est une sorte de sauge qu'on travaille avec du sauge officionnel, qu'on travaille avec du saumon. On fait un petit jus de viande avec du saumon. Après on fait aussi du lapin. Alors le lapin on le fait avec de l'hysope. C'est un goût assez spécial, mais avec le lapin ça se marie très bien. Alors là pour les poissons grillés, un peu de fenouil. Faites un petit lit de fenouil et vous pouvez mettre un bar, un loup ou un rouget de Méditerranée. Faites au four avec quelques tomates. On est un département où on a la mer, mais aussi la montagne, avec des produits qui sont différents du Gros du Roi à Alès ou au Vigan. On a la pomme du Vigan, on a l'oignon doux des Cévennes, mais aussi on a du poisson au Gros du Roi ou des pommes de terre, des sables à aigues mortes. La litière de notre ville, de la racine de Jessel et du flanc de David, Marie, la servante de Dieu, en ce jour est enfantée pour nous. L'univers exulte, renouvelé, ensemble se réjouissent la terre et le ciel, famille des nations. Les sœurs du monastère de Solan, près d'Uzès, se sont installées au début des années 90 dans une ancienne exploitation agricole. C'était au mois de mai. Et au mois de mai, c'est vraiment l'explosion des fleurs sauvages, les verts tendres de toutes les nuances, vraiment dans toute la nature. Et
Alors, on ne connaissait pas le Gard, effectivement. Alors, on s'était donné rendez-vous en Avignon et puis on suivait la voiture finalement de l'agence immobilière et dans la voiture, on regardait cette lumière, cette nature. C'était quelque chose déjà qui nous remplissait d'une joie et en nous approchant de cet endroit, on se disait oh, c'est presque sûr, on le sent déjà, ça doit être là, ça doit être le lieu qui est fait pour nous accueillir. La théologie orthodoxe est une théologie qui ne sépare pas du tout le spirituel du matériel et de ce fait qui nous ouvre vraiment à une relation presque terrienne quelque part. Les vendanges sont faites avec le plus grand soin et la terre est travaillée sur le modèle de l'agriculture biodynamique. Déjà, il y a un calendrier qui tient en compte les différents éléments de la Terre, également des étoiles et la position des planètes et cette notion de l'interaction finalement de tous les éléments de l'univers avec la Terre. À Uzès, André Gide passait ses vacances de Pâques chez sa grand-mère et son oncle. Oh, petite ville d'Uzès, tu serais en Ombrie, des touristes accourraient de Paris pour te voir. J'aimais passionnément la campagne aux environs d'Uzès, la vallée de la Fontaine d'Eure et par-dessus tout, la garrigue. Cette nature un peu aride le fascine, il en parle beaucoup. Hein, c'est vraiment un endroit qu'il aime, où il aime se promener, il va courir dans la garrigue, il est fasciné par les plantes, par les insectes qu'on y trouve. Et puis ce paysage aride, un peu désertique, ça lui donne un peu l'idée de ce que peut être les pays, de ce que peuvent être les pays de la Bible en fait, hein, puisque c'est un enfant protestant, je pense qu'il a droit à la lecture de la Bible, il a des références en tout cas, donc lorsqu'il traverse par exemple le pont Saint-Nicolas en arrivant de Nîmes pour aller à Uzès, eh bien spontanément ce qui lui vient à l'idée c'est qu'on dirait la Palestine ou la Judée, il y a une rivière qui est à sec, il y a des plantes un peu exotiques qui poussent dans le lit de la rivière, hein. Donc tout ça pour lui est très exotique visiblement. Gide parle aussi des desserts que lui propose la grand-mère. Apparemment elle se fournit chez le pâtissier d'Uzès, un certain Fabregas, et elle commande la sultane. Alors la sultane, d'après ce que décrit André Gide, c'est ce qu'on appellerait maintenant une pièce montée. Donc une pyramide de petits choux fourrés à la crème et recouverts de caramel bien raide, bien dur, qui casse quand on essaye de couper une part. C'est curieux d'ailleurs qu'on mangeait ça à cette époque-là, puisque maintenant la pièce montée c'est un dessert qu'on ne mange que pour les mariages, c'est vraiment un dessert de fête. Apparemment à l'époque de l'enfance de Gide, c'était un dessert qu'on trouvait dans les pâtisseries d'Uzès. Jean Racine fut aussi un résident d'Uzès. Le pavillon Racine, situé près de l'évêché, n'eut en réalité jamais la visite de l'illustre écrivain. Dans une lettre, il parle ainsi de la région. Les campagnes qui l'environnent sont toutes couvertes d'oliviers, qui portent les plus belles olives du monde, mais bien trompeuses pourtant. Car j'y ai été attrapé moi-même, je voulus en cueillir quelques-unes au premier olivier que je rencontrai, et je l'ai mis dans ma bouche avec le plus grand appétit qu'on puisse avoir. Mais Dieu me préserve de sentir jamais une amertume pareille à celle que je sentis. J'en eus la bouche toute perdue plus de 4 heures durant. Et l'on m'a appris depuis qu'il fallait bien des lessives et des cérémonies pour rendre les olives douces comme on les mange. L'huile qu'on en tire sert ici de beurre, et j'appréhendais bien ce changement. Mais j'en ai goûté aujourd'hui dans les sauces, et sans mentir, il n'y a rien de meilleur. La famille Paradis produit de l'huile d'olive depuis plusieurs générations. Alors cet arbre, il est très chargé en récolte, hein, parce que quand on voit des olives comme ça, c'est vraiment une récolte, on peut dire presque exceptionnelle. C'est un arbre, il va faire au moins
Oh, 60 kilos d'olives au moins cette année-là. Hein. En 1924, Jean-Jacques Brousson décrit son expérience de secrétaire particulier d'un géant littéraire dans son ouvrage « Anatole France en pantoufles ». L'écrivain a certainement gagné bien plus avec la vente de ce livre que toutes ces années passées aux côtés du vieux maître. Jean-Jacques Brousson va travailler pendant 9 ans avec Anatole France et il ne sera quasiment jamais payé. Sauf qu'il est payé en fait sous forme d'antiquités, de vieux livres, de vieux objets, car les deux étaient des collectionneurs invraisemblables. Et entre autres, Anatole France, un jour, alors que Brousson habite une petite chambre d'étudiant dans le Marais à Paris, lui offre une cheminée absolument énorme que Brousson arrivera à garder. Et quand il achètera une maison à Uzès, qui est la maison où j'habite, il apportera cette cheminée et c'est très connu comme étant la cheminée d'Anatole France qui est maintenant installée à Uzès. Et les gens faisaient le détour il y a encore une vingtaine ou trentaine d'années pour voir la cheminée d'Anatole France. Près de Martignargues, Laurent Cogolueigne cultive cette plante indispensable en été qui s'épanouit dans le sud de la France, le melon. Grand amateur de ce faux fruit, Voltaire le qualifiait d'outre de jus, boulet de lumière, chef-d'œuvre de l'été. Alors, voilà. Ce melon là, il a la queue qui se décolle, donc il est mûr. Et en plus, il est bien brodé et il est un peu jaune. Par contre, celui-là qui a la queue verte et elle n'a pas la queue qui se décolle par rapport à la couleur aussi, on voit bien qu'il n'est pas du tout mûr. Ça, c'est bon signe. Hop. Voilà. Tac. Là, la couleur bien orange. On peut le goûter, voir s'il est bon. Ça va, il est beau. Quant à moi, disait Stevenson, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le simple plaisir de voyager.